Bonjour à tous. Alors nous allons voir les différents chemins pour définir un trouble psychiatrique. Alors dès 1785, William Herschel, il compta les étoiles dans le ciel et puis il réalisa ce premier dessin de la forme de la Voie lactée. Et donc on voit que plusieurs siècles après, eh bien, ce dessin est finalement légitimé par une photo plus objective, pourrait-on dire, et qui ressemble franchement à cette première représentation de la Voie lactée. Et en fait, ce que ça montre, c'est que, eh bien, avec différents outils, on peut avoir une vue qui est globalement la même d'un objet, mais aussi que, eh bien, un objet du monde ou là de l'univers, eh bien, reste globalement stable au fil du temps. Et on va se demander si cette stabilité, elle est également présente dans les troubles psychiatriques, si au fil du temps, la définition des troubles, la manière de les représenter, et notamment les outils qui permettent d'y accéder, eh bien, change la conception ou change la définition du trouble. Voilà, donc dans cette présentation, on va voir l'analyse de la dysfonction préjudiciable avec quelques cas philosophiques, notamment culturels, et puis aborder le trouble psychiatrique sous un autre angle, celui des espèces psychiatriques, espèces au sens d'une espèce d'oiseau ou une espèce naturelle, selon quatre conceptions et selon différentes formes d'espèces, donc des espèces d'espèces. Et puis enfin, on verra si on veut, si on peut ou si on doit vraiment conceptualiser les troubles psychiatriques. Alors on va commencer par l'analyse de la dysfonction préjudiciable, qui est une manière de définir le trouble psychiatrique. Et donc Jérôme Wakefield, en 92, a proposé pour la première fois cette analyse de la dysfonction préjudiciable, qui suppose qu'un trouble est défini comme une dysfonction et un préjudice. La dysfonction étant à l'origine du préjudice, directement à l'origine du préjudice. Et on va voir que toute la difficulté est de savoir comment définir une dysfonction, ou plus généralement une fonction naturelle, et un préjudice. Alors il faut comprendre que la dysfonction préjudiciable, elle conçoit le trouble d'une certaine manière. C'est-à-dire que lorsqu'on demande l'élément ayant 79 protons dans le noyau, on pourrait dire l'or. Très bien. Mais en fait, avant qu'on puisse donner cette description, cette définition, eh bien l'or existait. C'est un objet, l'or, qui fait l'objet de discussions depuis des millénaires, qui a été largement utilisé, alors qu'on ne connaissait pas sa nature faite de 79 protons. Et cette nature était cachée. Et donc on pourrait dire que, eh bien, en fait, l'or, c'est les troubles psychiatriques et les protons, la dysfonction. C'est-à-dire que on voit des troubles psychiatriques depuis longtemps, et c'est pas pour ça qu'on connaît la dysfonction. Et actuellement, c'est ce qui se passe pour la plupart des troubles psychiatriques. On a euh, une manifestation phénotypique d'un trouble psychiatrique, à la manière qu'on peut voir ou utiliser de l'or, mais on n'a pas encore la description scientifique de la dysfonction qui en est à l'origine. Alors on peut dire que c'est une conception essentialiste des troubles psychiatriques qui est non connue. Et c'est pour ça qu'en haut on voit le titre de cet article de Wakefield, les troubles psychiatriques comme un essentialisme de la boîte noire. Et c'est parce que en fait cette essence est supposée mais non encore connue. Alors en fait oui, cette essence eh bien elle est présente chez de nombreuses cultures. Donc si on fait un détour par des nombreuses cultures, les Yakusho, les Esquimaux Nazca, les Yoruba au Nigeria, eh bien ils décrivent des symptômes qui ressemblent à ceux décrits dans la psychose pour un manuel comme le DSM, un manuel américain, et pour la plupart, l'ensemble de ces troubles est décrit comme un état pas agréable. Et donc ce côté non agréable qui pose un problème, qui pose des difficultés dans la société, est globalement transculturel. Alors ça ne veut pas dire que certains symptômes comme les hallucinations ne sont pas interprétés d'autres manières dans notre culture, mais ça veut dire que l'état psychotique est vécu, selon les différentes études transculturelles, comme une souffrance par les personnes. Alors on va continuer sur cette parenthèse culturelle avec trois cas philosophiques. Dans les environnements de nos ancêtres, pour un premier cas, était adaptatif pour certains enfants de bouger beaucoup et d'avoir peu d'attention, voire d'être impulsif, et parce que ça permettait de répondre à des conditions environnementales en constante évolution. Et donc ainsi, il y a des milliers d'années, il était plus avantageux, pour résumer, pour faire un anachronisme, d'avoir un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité. Et alors la question c'est, est-ce que si à l'époque on affirmait que les enfants n'avaient pas de dysfonction, au contraire c'était très fonctionnel, très très efficace de répondre rapidement, d'avoir peu d'attention et de bouger beaucoup, voire d'être impulsif. Alors pourquoi les enfants d'aujourd'hui seraient-ils considérés avec un trouble, étant donné que le trouble est défini comme une dysfonction? Alors on voit que, eh bien, dans l'analyse de la dysfonction préjudiciable, il faut la dysfonction, mais il faut aussi le préjudice.
Et donc là, on pourrait dire qu'à l'époque, le préjudice n'était pas présent, alors qu'aujourd'hui, le préjudice lié à ce qu'on appelle le TDAH serait présent. Alors deuxième cas clinique, le trouble affectif saisonnier, c'est un schéma adaptatif de réponse qui, dans certaines hautes latitudes, peut favoriser la bonne santé, notamment dans les périodes les plus froides de l'année. Et donc, Heidi est née en Suède, et c'est un trouble affectif saisonnier qu'elle hérite depuis ses ancêtres, et puis elle déménage en Afrique. Et donc, comme à chaque fois qu'elle éprouve un trouble affectif saisonnier en hiver, et bien là, elle l'éprouve en Afrique. Et en Afrique, ce trouble affectif lui cause un réel préjudice qu'elle n'avait pas ailleurs. Et donc, en fait, en fonction de l'environnement, du changement de l'environnement, qui peut être très brutal, eh bien, ce qui était considéré comme un trouble ou pas, le devient ou ne le devient plus. Et donc, on voit qu'il est difficile de dire il faut une dysfonction et un préjudice quand ce préjudice va dépendre de l'environnement et que peut-être ce qui est fonctionnel dans un certain environnement ne l'est plus dans un autre. Alors, il y a eu plusieurs réponses à cette question, et notamment la prise en compte de cet environnement. Et notamment, la force de l'analyse de la dysfonction préjudiciable est justement d'accepter que, en fonction des environnements, ce qui est un trouble peut ou non être considéré comme un trouble. Et donc, dans un endroit peut être considéré ou non comme un trouble dans un autre endroit. Et donc, on voit qu'en effet, en Suède ou dans les hautes latitudes, le trouble affectif saisonnier n'est pas un trouble. Donc, il s'agit simplement de variation de l'humeur, on pourrait dire, d'une condition. Et puis, dans un endroit comme en Afrique, eh bien, cette variation de l'humeur va devenir un trouble affectif saisonnier. Alors, troisième exemple, eh bien, on a sur une île micronésienne isolée des habitants qui ont vraiment une difficulté à identifier, reconnaître les visages humains et les réponses émotionnelles. Donc, ils n'ont pas cette expertise que la plupart des humains ont. Et en fait, ces habitants ont par contre une expertise pour reconnaître des variétés comestibles de plantes, de champignons, ce qui leur donne un véritable atout, un véritable bénéfice, et ce qui en fait même les habitants les plus riches et prospères de l'île. Et donc, ils ne souffrent pas de solitude, d'isolement, absorbés par leur travail. Alors, est-ce qu'ils ont un trouble psychiatrique ? Et là, la question, elle est délicate aussi, parce que ce qui est défini pour la majorité des habitants de l'île comme un trouble psychiatrique est de ne pas pouvoir reconnaître les expressions ou les visages humains de manière experte. Mais pour cette petite population, ce peuple, eh bien, ce n'est pas une difficulté, ce n'est pas un préjudice. Et au contraire, ça leur donne un avantage, mais voire même un avantage évolutif. Et donc là, on se rend compte que l'analyse de la dysfonction préjudiciable doit être discutée au regard de l'environnement, de la culture, des autres personnes vivant dans la communauté et de ce qui est nommé préjudice pour cette communauté, cette culture ou cette société. Alors maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail, en 2 diapositives, comment on conçoit les troubles psychiatriques. Cette fois-ci, on ne va plus utiliser l'analyse de la dysfonction préjudiciable, quoique celle-ci pourrait l'être, mais finalement, on va regarder qu'est-ce qui fait en soi les constituants, la structure, la composition du trouble psychiatrique. Et donc on peut regarder ça, comme on avait vu tout à l'heure, comme l'or, comme selon une vue essentialiste. Il y a quelque chose, une entité sous-jacente que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, et qui explique l'agrégation des symptômes. Et donc on peut voir là, la dépression, dans le carré en bas, eh bien, explique le fait que des troubles de concentration, une anédonie et des troubles du sommeil soient présents dans la dépression, entre autres. Deuxième conception, comme la conception de la construction sociale, eh bien, tous ces concepts, qu'on pourrait appeler la concentration, eh bien, ça porte des valeurs temporelles et culturelles. Et donc, on a un modèle interactif qui dépend de la connaissance, qui dépend de la manière de les voir, qui dépend de la teinte qui est donnée à certains symptômes. On peut voir par exemple le modèle de Cambridge qui est construit ainsi. Et ainsi, il y a une construction sociale où du moins il y a l'idée que les valeurs influencent les troubles. Alors c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de réalité sous-jacente, on n'est vraiment pas dans le cadre de l'antipsychiatrie, mais plutôt dans le cadre d'un modèle interactif entre des essences sous-jacentes, plus ou moins supposées, plus ou moins existantes, ou sur lesquelles on reste plus ou moins agnostique, et des valeurs sociales qui sont temporelles, contextuelles, voire individuelles.
Alors, troisièmement, on peut aussi définir les troubles non pas en fonction d'une essence, d'une construction sociale, mais selon une vue pratique. Eh bien, en fait, on range les troubles parce que c'est pratique de les ranger ainsi. Et donc, on peut ranger ainsi une bibliothèque par couleur ou comme on peut la ranger par ordre alphabétique. Et donc, il y a un modèle comme ça très instrumentaliste où en fait, c'est en agissant dessus que ça va permettre la définition du trouble. Et puis, il y a une vue plus complexe avec des matrices de propriétés, un modèle pluraliste puisque on peut voir en bas, par exemple, le modèle des réseaux de symptômes où eh bien, on a des réseaux en interaction sur lesquels agit un événement extérieur et lorsque, en phase 4, l'événement disparaît, eh bien, ces symptômes en interaction continuent de persister, se figent dans un réseau fortement connecté et c'est ça qui définirait le trouble. Donc on a là une vue complexe avec des propriétés de S1 à S4 qui peuvent être de différentes natures, qui sont des symptômes mais peuvent être des éléments environnementaux, voire biologiques. Donc on a vu dans cette diapositive que le trouble psychiatrique peut être conçu d'une autre manière, non pas comme une dysfonction associée à un préjudice, mais selon une espèce psychiatrique. Une espèce, l'anglais kind, et donc c'est au même titre qu'on parle d'espèces naturelles ou d'espèces d'oiseaux. On a des espèces psychiatriques. Alors, si on va un petit peu plus loin, eh bien, est-ce qu'on ne devrait pas parler d'une hétérogénéité? C'est-à-dire que lorsqu'on voit quelque chose qui ressemble à une dépression, à une schizophrénie, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas différentes manières de le ranger? Est-ce que ça ne devrait pas engager à concevoir les troubles de différentes manières et de ne pas mettre tous ces troubles-là dans un même panier? Et donc, Frances et Vidiger, en 2012, disaient que, eh bien, il y a énormément de variétés entre les troubles qui sont décrits dans le DSM. Certains sont à court terme, d'autres à long terme. Certains, ils reflètent une détresse intérieure, d'autres des comportements qui sont jugés préjudiciables aux yeux de la société. Il y en a qui sont vraiment rares, alors qu'il y en a qui sont des accentuations du quotidien, d'autres qui reviennent d'une maîtrise de soi, d'un manque de maîtrise de soi, d'un manque de volonté, ou d'un manque d'intentionnalité ou de rationalité. Et puis il y en a d'autres qui sont déterminés par la culture ou très personnels, qui apparaissent tôt ou tard dans la vie, qui sont plus ou moins clairement définis et aux limites floues. Et donc il y a eu une proposition, toujours autour des espèces psychiatriques, de définir des espèces d'espèces. Alors là, c'est pas un gros mot, mais c'est vraiment l'idée que il n'y a pas une espèce psychiatrique qui est soit essentialiste, soit une construction sociale, soit complexe, soit pratique, mais en fait, il y a différentes espèces psychiatriques en fonction de quels troubles on considère. Et donc on peut voir sur ce schéma donné par Aslam en 2002 et qui est résumé à droite qu'il y a des non-troubles. Des non-troubles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite claire comme dans les troubles de personnalité. Des fois, on doit définir une conception pratique, comme on l'a vu précédemment. Dans le trouble dépressif caractérisé, il faut mettre une limite à un certain moment pour la tristesse, parce que cela est beaucoup plus pratique et instrumental pour les traiter ou les prendre en charge, et éviter la surmédicalisation. Il y en a d'autres où cette limite peut être mise, mais elle est floue. Et donc on a des fuzzy kind, donc comme dans les troubles état limite. Et puis il y en a où elle peut être définie de manière en effet plus discrète, mais elle est difficilement repérable au niveau essentialiste, comme dans la mélancolie, alors que dans l'hallucination, il y a à la fois une limite discrète, mais en plus, de manière essentielle, on peut se dire qu'un substrat biologique pourrait être décelé. Une fois qu'on a défini les troubles selon la dysfonction préjudiciable ou en termes d'espèces psychiatriques, eh bien, on peut se poser une question qu'Inquiète s'était déjà posée. Est-ce qu'on veut vraiment conceptualiser les troubles? Donc si on a affaire à une multiplicité irréductible de notions, est-ce qu'on veut vraiment un concept général? Donc un unique concept, comme on l'a vu avec l'analyse de la dysfonction préjudiciable ou HDA, les essences ou les espèces psychiatriques, eh bien est-ce que ça peut vraiment servir de fondement? Est-ce que c'est vraiment utile en pratique clinique, ou voire même juste pour définir des notions? Est-ce qu'il faut vraiment une définition commune pour les praticiens et les patients, pour une plus grande cohérence, systématicité, ou au contraire, il faudrait renforcer ces distinctions? Alors, sans rentrer dans le détail, il semble qu'il y ait différents objectifs, et qu'en fonction de ces différents objectifs, on peut répondre différemment à ces questions. Pour la nosologie, pour l'organisation des soins, pour les remboursements, voire pour la recherche, ou l'épidémiologie, il semble qu'une définition du normal et du pathologique, avec des limites claires, puisse être particulièrement pertinente. Pour la clinique, pour le praticien qui se retrouve devant un patient donné, ces limites nettes et claires
de normal et de pathologique sont beaucoup moins efficaces ou beaucoup moins pertinentes. Alors peut-on vraiment accéder à une conception théorique des troubles ? Il semble qu'il faille développer une humilité conceptuelle, c'est-à-dire admettre que parfois on ne sait pas trop. Alors le on ne sait pas trop peut être traité de manière assez systématique, assez rigoureuse. On ne sait pas trop, ça ne veut pas juste dire on ne sait pas trop, on baisse les bras, ça veut dire on ne sait pas trop, mais il y a des manières d'approcher le on ne sait pas trop. Cela peut être approché de différentes sortes, donc déjà par des approches de l'incertitude comme revoir le concept actuel au prisme de concepts ressemblants dans l'histoire de la discipline. On peut aussi l'aborder sous l'angle de la phénoménologie ou de concepts épais aux frontières floues, c'est-à-dire de discuter certains concepts sans essayer d'en donner des limites précises, ou justement essayer de définir des concepts aux limites floues. On peut aussi discuter dans la même lignée de gradualisme en santé avec des aspects dimensionnels, d'imprécision, d'approche prototypique en termes d'aire de famille entre deux entités, et puis discuter même cela dans un cadre encore plus rigoureux de la logique floue. Et puis approcher la complexité autour des sciences computationnelles ou des systèmes dynamiques. Alors on a vu si on peut vraiment, on s'est demandé si on voulait vraiment conceptualiser les troubles, on s'est demandé si on pouvait vraiment accéder à une conception théorique des troubles. Maintenant on va se demander si on doit vraiment développer une conception théorique des troubles. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt promouvoir un retour de la réflexion sur la clinique ? Alors là, la clinique, ça ne veut pas juste dire regarder le patient droit dans les yeux, mais l'idée est de dire il peut y avoir une pluralité de modes de raisonnement clinique. Et donc, celles-ci vont influencer une pluralité de définitions du trouble psychiatrique. Et donc, il y a une grande variété d'aspects du jugement médical avec de nombreuses questions auxquelles le clinicien doit répondre. Et donc, il y a comme ça toute une philosophie de la pratique clinique autour de l'anatomie du jugement clinique, du mode de raisonnement, qui peut être utile à chaque étape diagnostique, thérapeutique. Et de manière très pragmatique, on peut considérer l'ensemble des étapes du jugement sans aller entrer dans le détail de la définition théorique d'un trouble. Et donc tout cela nécessite de prendre en compte les singularités du patient, explorer comment les différentes dimensions personnelles, psychologiques, sociales, économiques s'influencent et s'intègrent les unes aux autres, interroger des formes éthiques ou rhétoriques du raisonnement, et puis la question du symptôme qui est la première à être reçue par le clinicien. Voilà, merci pour votre attention.